Alors, nous revoilà pour l'explication du texte. Donc, c'est un texte qui commence d'une façon un petit peu énigmatique. On croit qu'on ne sert à rien sur Terre jusqu'au jour où quelqu'un vous demande l'impossible. Alors, ça vous donne des ailes et tous les risques valent la peine d'être pris parce qu'on est devenu nécessaire. Donc, ce premier petit paragraphe est énigmatique au départ parce que bon, c'est une généralité, hein, mais en fait, il va se mettre en place pendant tout le roman parce que notre héros, Max, eh bien, on va apprendre quand on va le découvrir, on va apprendre que c'est un jeune homme qui a pas mal souffert dans sa vie et d'ailleurs, il va nous le dire dès le début quand il va, décliner son nom et son prénom, décliner son identité, eh bien, on va apprendre que c'est un enfant qui a été, trouvé. Donc, il a été abandonné par ses parents à la naissance et donc ce premier paragraphe pose bien le décor du roman. C'est ce jeune homme qui a passé toute sa vie, sans penser qu'il intéressait, qui que ce soit puisqu'il avait été abandonné à la naissance. On va apprendre ensuite qu'il a été recueilli par les services publics de l'État et puis après qu'il a été placé dans des familles d'accueil et donc il a une enfance assez malheureuse et il a construit une image de lui-même, à travers laquelle il ne sert à rien, on ne l'aime pas, il est invisible, inutile et puis il nous dit: «Jusqu'au jour où quelqu'un vous demande l'impossible, alors ça vous donne des ailes» et donc ce changement, ce qui va arriver dans sa vie, c'est sa rencontre avec cette vieille dame, Madeleine, qui va totalement bouleverser sa vie. Mais voilà, donc c'est ce premier paragraphe, mais au départ, quand on le lit, on ne comprend pas forcément trop, ce que ça vient faire là. Et donc le récit commence, tout a commencé mardi 4 septembre. C'est Max qui va parler pendant tout le roman et il va nous raconter cette histoire qui s'est déjà déroulée et en fait, il est en garde à vue, il est en train de la raconter au capitaine. Et puis nous, qui sommes le lecteur, du coup, on en bénéficie. Donc voilà, il commence à raconter qu'il, débute sa journée de travail, qu'il est à Paris dans les quartiers chics, hein, quartier Foch, Paris 16e arrondissement, quartier chic. Il arrive à un croisement et voilà que j'avise, c'est-à-dire je vois, hein, je remarque, en plein sur un emplacement livraison, donc les emplacements livraison, ça ressemble à des places de parking, mais on n'a pas le droit de se garer dessus puisque c'est réservé aux livraisons pour les bars, pour les restaurants, pour les magasins. Et donc il commence à raconter son histoire et il est interrompu. Comment ça, nom et prénom? Et là, tout de suite, on a cette bascule. C'est la bascule qu'on va avoir pendant tout le roman et qui est absolument dynamique. Donc vous notez, le deuxième paragraphe, il nous raconte son travail. Et puis, tout d'un coup, il s'arrête. Comment ça, nom et prénom? Je vous les ai donnés tout à l'heure. Et le vous est un vous qui s'adresse pas à nous, mais au capitaine. Mais le capitaine n'a pas parlé. On n'a pas lu quoi que ce soit sur le capitaine. On a simplement Max qui répond de façon très explicite au capitaine et comme cela, on comprend quelle question le capitaine a posée. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est comme cela que le roman est construit. Pendant tout le roman, on va avoir ces va-et-vient entre Max qui raconte son histoire, le capitaine qui l'interrompt, mais nous, on ne lit pas les paroles du capitaine, on lit seulement les réponses de Max. Et en lisant les réponses de Max, on devine les questions ou les remarques du capitaine. D'accord? Donc, comment ça, nom et prénom? Je vous les ai donnés tout à l'heure. Et bien sûr, vous n'arrivez pas à vous relire, hein, dont Max est très, on va dire, il est plein d'irrévérence, hein, c'est-à-dire qu'il est un petit peu malpoli, il va oser dire des choses qu'on ne dirait pas normalement quand on est en garde à vue face à un policier, hein. Et puis il lui dit: «Mais, vu le nombre d'événements qui vont s'enchaîner, je vous préviens capitaine». Donc normalement on ne dit pas ça, hein. «Je vous préviens capitaine, si vous m'interrompez toutes les 20 secondes, vous n'êtes pas près de rentrer chez vous».
Moi non plus, oui, je me doute. Et là encore, quand Max dit moi non plus, oui, je me doute, il est en train de répondre au capitaine. C'est combien d'heures maximum une garde à vue? Ah, quand même. Et là encore une fois. Et donc on voit Max qui, très décomplexé, parle au capitaine, lui dit ce qu'il pense, lui pose des questions, et puis il a ses réponses, comme là, vraiment, c'est combien d'heures maximum une garde à vue? Ah, quand même. Donc on se doute que la réponse ne lui a pas vraiment fait plaisir. Donc il continue. Du coup, il reprend son discours. Donc on va vraiment toujours alterner entre Max qui raconte et Max qui répond au capitaine ou qui fait des remarques au capitaine. Et c'est ce qui nous donne un style très vif, très drôle également, parce que Max est complètement fait des remarques absolument déplacées à ce capitaine. Parfois, c'est vraiment très drôle. Donc il décline son identité. Médard Maximilien, né le, enfin trouvé, le 8 juin 95, Bobigny 9-3. Donc Bobigny, dans le 93, c'est un département. La France fonctionne par département qui sont classés par ordre alphabétique. Et Bobigny 9-3, c'est une banlieue de Paris, mais pas une banlieue chic, plutôt une banlieue très très populaire. Dans un local à poubelle, rue Robespierre. D'où mon prénom, Maximilien. Robespierre, le révolutionnaire, hein, Robespierre, Maximilien, son prénom. Et c'était le jour de la Saint-Médard. En France, chaque jour a le nom d'un saint, basé sur le calendrier chrétien. Donc chaque jour, c'est le jour d'un saint. Et donc, il a été trouvé le 8 juin, et le 8 juin, c'est la Saint-Médard. Donc on l'a appelé rue Robespierre, on lui a donné le prénom Maximilien, et le jour de la Saint-Médard, on lui a donné le nom Médard. Bon, ça c'est romancé, hein, on ne donne pas les noms comme ça. D'où mon nom de famille. Et il continue, pas étonnant qu'il ait beaucoup plu dans ma vie. Non, c'est une métaphore, enfin une vanne. Une vanne, c'est une blague. Donc c'est une blague, la Saint-Médard, le dicton, laissez tomber. Et donc, effectivement, il y a un dicton, il y a un petit proverbe qui dit que s'il pleut à la Saint-Médard, enfin, s'il pleut à la Saint-Médard, et attendez, j'étais allée chercher sur Internet parce que je ne l'avais pas par cœur, ce dicton, ça fait partie des vieux dictons. Donc, je vais aller vous le redonner. S'il pleut à Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, à moins que Saint-Barnabé ne lui coupe l'herbe sous le pied. Donc, ce dicton nous dit que si jamais il pleut le 8 juin, le jour de la Saint-Médard, eh bien 40 jours plus tard, donc fin juillet, il va pleuvoir aussi, sauf si à la Saint-Barnabé, donc le jour de la Saint-Barnabé, eh bien il fait beau, et dans ce cas-là, il fera beau, et il n'y aura pas de pluie 40 jours plus tard. Ça, c'est typiquement un dicton très ancien, que, par exemple, mes grands-parents utilisaient, et qu'ils utilisaient en particulier quand ils voulaient, par exemple, aller faire du jardinage. Ce sont de très vieux dictons, de très vieux proverbes de météo. Voilà, il faut regarder quel temps il fait tel jour, et donc 8 jours plus tard, il va pleuvoir, ou il y aura du vent, ou du soleil, et donc on peut planter ses salades ou pas. C'est vraiment à tout cela que Max fait référence lorsqu'il sort son dicton sur la Saint-Médard, et il conclut en disant laissez tomber, parce qu'effectivement, sa petit dicton de météo n'a absolument rien à voir dans une garde à vue, dans un commissariat. Donc il reprend. Donc j'arrive au carrefour Malakoff et pof, la première prise du jour. Donc là, Max va vraiment fonctionner avec des métaphores. La première prise du jour, c'est-à-dire, c'est que lui travaille à la fourrière, comme il le dit, comme il va le dire. Donc la première prise du jour, c'est-à-dire la première voiture qu'il va enlever. La fourrière, c'est l'organisme qui s'occupe d'enlever les voitures qui sont mal garées. Elle les enlève, elle va les mettre dans un endroit qui est gardé. Et nous, si on veut récupérer notre voiture, eh bien, on doit payer une forte amende. Donc, quand notre voiture est partie à la fourrière, on n'est pas content. Et Max travaille à la fourrière. Donc, qu'est-ce qu'il voit sur la ligne jaune de livraison? Eh bien, il voit une Rolls fantôme. Vous voyez l'engin et on sent qu'il est admiratif. Dernier modèle. Vous voyez l'engin, cercueil blindé pour mafieux russes ou émirs du Qatar.
Donc, c'est vraiment l'idée d'une énorme voiture, hein, d'une voiture très impressionnante, d'une grosse voiture. Et là encore, il repart, il fait une réponse au commissaire, au capitaine, ou je ne sais plus à qui, capitaine, je crois, c'est au capitaine, enfin bref, au policier. Et pourquoi? Et parce que, donc, on comprend que le policier lui a posé une question, parce que le policier ne comprend pas ce qu'il lui raconte avec cette histoire de pourquoi il va emmener une voiture. Et il lui dit: «Mais parce que c'est mon métier. Au départ, je vous ai dit, je suis grutier». Donc il y a une partie de l'entretien qui s'est faite avant le début du livre, à laquelle nous n'avons pas assisté, et Max a déjà expliqué au policier que lui est grutier. Et un grutier, normalement, c'est quelqu'un qui va, piloter une grue. Une grue, c'est ce grand truc-là qui sert à faire des constructions, hein. C'est quand on veut, construire hop là, quand on veut construire quelque chose de très grand sur un chantier, ou quand on veut soulever des charges très hautes, eh bien, on a besoin d'une grue. Donc Max est grutier, mais donc le policier a cru, le capitaine, hein, voilà, le capitaine a cru qu'il travaillait sur des chantiers, mais en fait, heu, il est grutier à la fourrière parce qu'il a une grue sur son 4x4, sur sa grosse voiture, pour pouvoir attacher les voitures qu'il emmène. Les voitures qui sont mal garées, il veut pouvoir les emmener. Et il continue très fier: «Je suis un cow-boy urbain, quoi. Au lieu de courir après les bétails, j'attrape les voitures en stationnement interdit». Donc voilà, il est très, très fier. Il se compare à un cow-boy. Lui, ce ne sont pas des vaches et des taureaux qu'il attrape, mais ce sont des voitures. Avec mon Land Cruiser en guise de cheval, il continue, je me fais une moyenne de 35 vaches à lait par jour. Alors là, on est dans une espèce de double métaphore, puisqu'il vient de se comparer à un cow-boy qui attrape des vaches, sauf que lui, il travaille à la fourrière, donc il attrape des voitures, et il dit qu'avec son 4x4 qui lui sert de cheval, eh bien, il attrape 35 vaches à lait par jour. Donc une vache à lait, c'est une expression. J'allais dire une expression française, oui, bien sûr. C'est une expression, quand on parle d'une vache à lait, on parle de quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, par exemple, on va dire dans notre entreprise, le département marketing, c'est la vache à lait. Ou alors, dans, toute notre gamme de produits, les biscuits au chocolat, c'est la vache à lait. C'est-à-dire, c'est le produit ou c'est le service ou le département qui rapporte le plus d'argent. Une vache à lait, c'est ça. Comme l'idée d'une vache qui va produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait, eh bien, c'est une métaphore pour dire que c'est un produit ou c'est un service qui fait couler beaucoup, beaucoup d'argent, grâce auquel on s'enrichit. Donc voilà. Lui, il dit qu'il se fait une moyenne de 35 vaches à lait par jour parce que bien sûr, une fois qu'on a sa voiture qui est partie à la fourrière, nous-mêmes, nous devenons une vache à lait puisque pour récupérer notre voiture, on doit payer cher. On doit payer une grosse amende. Donc voilà. Et ensuite, il continue. Donc on voit qu'il est dans des digressions, hein. Un record absolu à la Fourrière Foch, le minimum mensuel obligatoire est de 170. C'est dire les jalousies que je suscite chez les collègues. Question prime de rendement. Mais je n'ai pas le choix avec un fixe et il explique comment il fait. Il explique qu'il est le meilleur à la Fourrière. Il explique que, ben oui, il en a besoin parce que, il est payé donc un fixe, c'est-à-dire la part de salaire qu'il a chaque mois. Son fixe est de 2 075 €, mais il doit payer un loyer de 750 €. Il dit: «Il faut que ça dépote». Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'il doit attraper, entre guillemets, puisque c'est un cow-boy, il doit attraper beaucoup de voitures parce que, en fonction du nombre de voitures qu'il met à la fourrière, lui va recevoir des primes et donc il va pouvoir faire augmenter son salaire. Donc c'est pour ça qu'il dit: «Il faut que ça dépote». Dépoter, c'est l'idée de bouger vite, hein. Quand ça dépote, allez hop, 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 c'est quand c'est dynamique, quand ça bouge. Mon trick, c'est que j'anticipe le papillon enlèvement demandé. Donc le papillon, c'est un petit papier que l'on peut, soit qui va être autocollant, qu'on va coller sur le pare-brise de la voiture ou alors qu'on va glisser sous l'essuie-glace, un papillon. Donc le papillon, c'est le petit animal avec des très jolies ailes, des très jolies couleurs.
Mais là, dans ce cas-là, un papillon, c'est un petit papier qu'on va mettre sur la voiture avec écrit dessus «Enlèvement demandé», que les pervenches sont chargées de coller. Alors les pervenches, c'est le nom, un nom mignon, hein, qui est, donné, aux dames gendarmes ou policières, mais ce sont les dames et pas les enfin, plutôt les dames que les hommes, hein. Pourtant, c'est un métier qui est mixte, mais une pervenche, c'est, la dame qui travaille dans les services de police, ou c'est plutôt la police, et qui est chargée de mettre des contraventions sur les voitures mal garées ou sur les voitures qui n'ont pas payé le stationnement. Donc la pervenche, c'est un très joli nom, pour une dame qui fait un métier qui est parfaitement désagréable pour tout le monde, puisque tout ce qu'une pervenche fait, c'est vous donner des contraventions. Donc ce qu'il nous explique là, c'est que normalement, ce sont les pervenches, donc les policières, qui doivent mettre le petit papier, le petit papillon «Enlèvement demandé». Donc enlèvement demandé, ça veut dire on va enlever la voiture, on va la mettre à la fourrière et lui, lui, il fait ça tout seul parce que lui, c'est un cow-boy, donc lui, il va un petit peu plus vite, hein. Et donc voilà, il met ce petit papier, comme ça il gagne du temps, comme ça c'est lui qui a le record du nombre d'enlèvements de voitures. Et là, il continue, il nous fait une digression sur les pervenches. Elles ne sont plus bleues ni fonctionnaires parce qu'avant, les pervenches avaient un uniforme bleu et elles étaient policières, donc elles étaient fonctionnaires. Et maintenant, c'est sous-traité à des compagnies privées qui se font de la thune. Alors la thune, c'est, un mot familier pour dire de l'argent, pour gagner de l'argent. Donc voilà, elle explique que, lui colle lui-même le petit papier, comme ça gagne du temps, et puis il explique que ce n'est pas très légal, mais que, bon, comme, à peu près tout est irrégulier avec la fourrière, ça ne change pas grand-chose de faire une chose de plus irrégulière. Voilà. Donc, il nous explique que, là, il est dans des détails un peu techniques, hein, et on voit que le personnage part dans des digressions et c'est ce qui fait qu'il est très drôle parce qu'il est dans une situation de garde à vue et il ne peut pas s'empêcher d'avoir des réactions un petit peu comme un gamin. Il est passionné par les voitures. Et donc, il aime beaucoup son métier. Et donc, dès qu'il commence à raconter quelque chose sur son métier, hop, 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 il s'emballe et il part d'idée en idée, comme s'il oubliait totalement qu'il était dans un commissariat de police, comme s'il oubliait qu'il était en garde à vue. Et donc, il est vraiment en train de parler au capitaine comme si c'était un copain. Et donc voilà, là, elle explique que la fourrière, c'est illégal, mais que ça rapporte du blé. Donc le blé, c'est encore un synonyme familier d'argent, hein, ça raconte beaucoup d'argent. Et puis, paf, encore une digression. «C'est quoi votre spécialité?» «Non, parce que vous n'avez pas l'air très au courant. Vous venez d'un autre service peut-être? Sans indiscrétion, c'est» et on voit là qu'il est en train il commence à raconter son histoire et puis il a une première digression avec la fourrière, le principe de la fourrière qui est illégal, et puis une deuxième digression en demandant au capitaine ce que le capitaine fait, quelle est sa spécialité. Donc là, il est vraiment très drôle parce qu'il est vraiment comme un gamin, qui est en train de partir d'idée en idée et qui n'arrive pas à garder le fil de la conversation. Et puis il lui dit: «Ah, vous êtes un recyclé comme moi». Donc pendant tout le roman, il va se trouver des points communs avec ce commissaire. Pourtant le capitaine, j'arrête pas de l'appeler commissaire. Bon bref, capitaine, avec ce capitaine et ça rend le personnage de Max très touchant. Parce que Max est vraiment entier, authentique, honnête, transparent. Il n'a rien fait de mal, il n'a rien à se reprocher et donc il n'essaye pas de se cacher et donc il va vraiment, assez souvent, essayer de rentrer dans une discussion avec ce policier qui lui essaye de garder son statut de policier, qui interroge dans le cadre d'une garde à vue et ça va donner quelque chose de très humain, de très touchant à Max. Il est vraiment et puis il est très drôle parce qu'il fait des remarques complètement déplacées parce que voilà, c'est un gamin de l'assistance publique, c'est un gamin qui n'a pas eu droit à une très forte éducation et donc il est resté très nature, très authentique,
Et ça en fait un personnage absolument touchant et ça fait que ce roman est drôle et touchant et très beau. Donc voilà. Il continue: «Ah, vous êtes un recyclé comme moi? À l'origine, je suis auteur de chansons, donc ça n'a rien à voir là-dedans, c'est complètement hors cadre, hein». Et puis il lui dit: «Vous avez fait des trucs, je veux dire, vous avez eu des problèmes pour qu'on vous ait muté ici?» Comme si le policier qui est en train de l'interroger allait lui raconter si vraiment il avait eu des problèmes. Et donc là, Max reprend: «Oui, oui, je continue et j'abrège, d'accord». Donc là, on comprend que le policier s'est un petit peu énervé et lui a dit: «Bon, continuez votre histoire et arrêtez de me raconter plein de choses qui n'ont rien à voir». Donc on voit encore ce dialogue qui est, absolument bien, bien écrit parce que le policier n'intervient jamais directement, mais on comprend absolument ce que le policier lui a dit à travers les remarques de Max. Donc Max va, pendant tout le roman, alterner, il va raconter, il va parler au policier, il va répondre au policier, il va intégrer des dialogues. Donc il nous fait du discours rapporté direct en quelque sorte parce qu'il nous rapporte des paroles qui ont eu lieu il y a longtemps, mais il nous les rapporte de façon tellement vivante que c'est comme si les personnages étaient là sous nos yeux. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était un tour de force littéraire absolument passionnant. Donc là, voilà, on reprend, il est avec sa Rolls, je vous raconte pas, un taureau de 2 tonnes avec le rossignol, franchement, le rossignol de la calandre qui rentre tout seul dans le radiateur. Non, c'est pas un rossignol, je sais bien, c'est une femme ailée. Donc bien sûr, il est en train de parler de la petite figure qui est au-devant des Rolls et qui représente bien sûr une femme avec des ailes et lui appelle ça un rossignol parce qu'il trouve que c'est plus joli. Voilà. Et il nous dit, moi je dis rossignol pour les gens qui ne sont pas familiers de la marque, ça fait image. Ça fait image, c'est même pas une phrase correcte, mais c'est très joli, c'est très touchant, on comprend. Et il continue, je suis bien content que vous vous intéressiez aux voitures, ça nous fait un point commun. Mais je préfère les anciennes, vous non? Et donc là, paf, il est reparti à discuter. Ça y est, il se fait de nouveau entraîner par son amour des voitures, par son bon caractère. Et voilà, il est content parce qu'il a un point commun avec le capitaine de police. Alors qu'il est en garde à vue, il n'y a pas du tout, il n'y a aucun point commun qui tient, hein, c'est vraiment. Mais lui ne peut pas s'en empêcher. Voilà, moi je préfère les anciennes, vous non. Et puis il continue, autant que c'était juste de la mécanique et de la tôle, où on n'avait pas besoin d'avoir un doctorat en électronique pour ouvrir le capot. Oui, pardon. Donc voilà, le policier a dû lui dire, hop, 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 on reprend le discours, on reprend le récit, mais vous voyez que Max part à droite, part à gauche, et ça va être comme ça pendant tout le livre, et ça va donner un livre très drôle parce que Max va toujours rester fidèle à lui-même. Max va toujours alterner ces moments de dialogue avec le policier qui sont complètement stériles parce que le policier ne lui répond pas, à part pour lui dire de parler sérieusement. Mais Max continue, il continue, toujours avec sa bonne humeur, toujours d'un ton assez amical. Même 2, 3 fois, il va s'énerver, mais quand même, rien de grave. Donc voilà, c'est vraiment très, très. Je trouve que le personnage de Max est fantastique et dès le début, on l'a. Donc voilà, oui, pardon, donc il reprend. Je suis donc en train de remonter l'avenue Malakoff, direction la Fourrière. Et puis il repart, coude à la portière, en troisième à fond à cause du taureau que je me tracte. Donc là, il repart encore dans des détails complètement inutiles. Il a le coude à la portière. Bon, bah, ça ne fait pas avancer l'histoire, mais ça rend le personnage touchant. Et il y a un livreur de pizza qui double en se marrant, c'est-à-dire en riant, en rigolant. Et lui dit: «Eh man, t'as une yeuve à l'arrière!» Donc ça, c'est une façon de parler très jeune. Et donc le livreur de pizza lui dit: «Hé man, donc hé monsieur, tu as une vieille, tu as une vieille dame à l'arrière». Alors lui aussitôt s'arrête parce que: «Oh là là, comment ça? Il y a quelqu'un dans la voiture qu'il est en train d'emmener?» Et effectivement, la vitre noire de la portière arrière gauche est baissée et en travers de la banquette, il découvre une petite vieille, une petite vieille qui geint, c'est gémir,
c'est quand on est un petit peu en train de soupirer, quand on a mal, quand on souffre, on va gémir, hein. On est tout doucement en train de... Elle pousse de tout petits cris, elle a les yeux fermés. Et alors, là, elle s'arrête, pardon, parce que le capitaine a lui dû poser une question. C'est elle? Oui, enfin, la victime. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et là, il s'en mêle un petit peu parce que effectivement, le capitaine, le policier, veut savoir qui est la dame qu'il a trouvée derrière sa voiture. Et on va découvrir qu'il s'agit de Madame Larmor Pleuben, Madeleine, qui va être l'une des héroïnes de ce récit avec Max. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est leur rencontre, une rencontre absolument inouïe, inédite, totalement surprenante. Et donc, Max est en train de raconter cette rencontre, et de raconter cette rencontre. Et en plus, il dispute le capitaine. C'est Madame Larmor Pleuben. Oui, mais vous me cassez le suspense. Je vous raconte notre rencontre comme vous me l'avez demandé en temps réel. Laissez-moi développer. Et puis, c'est moi qui suis victime dans cette affaire. Faut pas confondre. Et donc là, il s'énerve parce qu'il ne peut pas raconter comme il veut, parce que le policier lui pose des questions ou dit des choses. Donc, encore une fois, on voit toute l'humanité qu'il y a chez Max parce qu'il est pris au jeu, il raconte son histoire et il ne veut pas que le policier intervienne. Donc voilà. Et puis là, il nous parle de son avocate. Donc son avocate, il va en parler pas mal de fois pendant le roman, mais elle n'arrivera jamais. Mais bon, hein, voilà. Mais de temps en temps, quand il s'énerve, il va dire vous allez voir, quand mon avocate viendra, mon avocate va venir, vous allez voir, mais l'avocate n'arrive pas. Donc, oups, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai changé de page. Voilà, donc il s'énerve parce que le policier est en train de casser son récit. Et donc, il nous dit s'il l'a reconnu tout de suite. Donc, reconnu tout de suite qui? Eh bien, Madame Larmor Pleuben, donc Madeleine, qui va être l'une des héroïnes, l'héroïne du récit. Et donc, lui dit non, avec son bonnet de laine, son duffel coat ouvert sur une robe à fleurettes noires, ses grosses godasses de randonnée. Donc, des godasses, ce sont des chaussures. Elle me rappelle quelqu'un, mais bon, dans cette caisse à 300 000, une caisse, c'est une voiture. Hein, une caisse, c'est un mot familier pour une voiture. Dans cette caisse à 300 000, je me dis que je confonds. Les seuls mémés, donc les mémés, ce sont les personnes âgées, les dames âgées. Une mémé, c'est une mamie. Et là, il nous dit, les seuls mémés que je fréquente, c'est l'Action Senior. Donc l'Action Senior, c'est une association dans sa cité, donc dans sa banlieue, à côté de Paris. Et le dimanche, il emmène les personnes âgées en minibus, il les emmène se promener dans une banlieue moins grave, c'est-à-dire dans un endroit un peu mieux, parce que c'est vrai que là où il habite, c'est une banlieue qui est assez mauvaise. Donc voilà, il dit, les seules vieilles dames que je fréquente, c'est celles de ma cité, donc elles ne ressemblent pas du tout à cette vieille dame-là dans la voiture. Voilà. Donc, il continue en disant qu'il veut ouvrir la portière, mais qu'au moment où il va ouvrir la portière, il y a un scooter qui passe à côté de lui, qui le frôle, qui passe juste à côté de lui. Et donc, lui se retourne, et là, qu'est-ce que je vois sur un cul de bus? Alors, encore une fois, c'est Max qui parle. Max a des expressions très vertes, très imagées, n'est-ce pas? Très spontanées. Un cul de bus. Bon, alors nous, on dirait à l'arrière d'un bus. Et Max nous dit un cul de bus. Mamie Larmor, le goût du vrai. Donc là, ce qu'il voit, c'est une publicité pour des gâteaux bretons, des galettes bretonnes. Et c'est une publicité qui est collée sur l'arrière d'un bus, le cul du bus. Et sur cette publicité, eh bien, il dit, on voit sa tronche sur le paquet. Une tronche, c'est encore une expression, un mot familier pour dire un visage, une figure. Et donc, avec une coiffe en dentelle bigouden, c'est-à-dire de Bretagne. Alors, la coiffe bigouden, c'est très joli, hein, une coiffe bigouden. C'est une coiffe bigouden. Voilà. Une coiffe bigouden, c'est une coiffe de Bretagne, très jolie. Voilà, c'est une coiffe en hauteur, en dentelle en hauteur. C'est très, très joli. Donc, le costume traditionnel en Bretagne, c'est cette coiffe bigouden. Donc là, ce que Max nous dit, c'est que
sur les publicités des paquets de biscuits, on voit cette dame avec une coiffe bigoudaine, mais aussi 20 ans de moins, hein, la même dame en plus jeune. À la place du bonnet de Schtroumpf, donc à la place de son bonnet qu'elle a sur la tête, et le sourire qui se la pète. Le sourire qui se la pète, c'est-à-dire un sourire plein de confiance, un sourire presque arrogant, un sourire qui se la pète. Et donc, il dit, pour lui, c'est clair, c'est la même. Donc, pour lui, la vieille dame qui est là dans la voiture, qui vient d'emmener, et la dame qui est sur la publicité des biscuits, c'est la même dame, avec 20 ans de différence, mais c'est la même. Et donc là, c'est le début de l'histoire parce que effectivement, ça va être la même dame, sans faire exprès. Max, de façon très maladroite, a emmené pour emmener à la fourrière une voiture. Et sauf que à l'intérieur de la voiture, il y avait cette vieille dame qui est la dame des biscuits. Voilà, ça c'est le début de l'histoire, c'est la rencontre entre Max et cette vieille dame. Et donc, il continue, hein, je savais bien que sa tête me disait quelque chose, donc que je l'avais déjà vue. Et il faut dire que je la vois tous les matins dans ma cuisine, Chocolat-Mar. Et là, bing, Max recommence à parler de sa vie personnelle au lieu de raconter l'histoire qu'il devrait raconter aux policiers. Et il commence. Chocolat mort, les tartines gourmandes, sarrasin cacao, je suis accro, pas vous? Vous mangez quoi au petit-déj? Et donc là, le fait d'avoir vu le visage de cette vieille dame sur des publicités pour des gâteaux, ça lui fait penser que chaque matin, il mange des gâteaux de cette marque-là, de la même marque, et lui mange des chocolats morts. Et puis là, il nous fait la liste des autres gâteaux qui existent, et puis il demande au capitaine de police ce que lui mange au petit déjeuner, ce qui est absolument déplacé. Et puis en plus, il lui dit c'est pour le plaisir ou pour le transit. Donc ça, c'est absolument encore plus déplacé. Hein. C'est pour le plaisir ou pour le transit intestinal. Donc, et puis il reprend, on s'égare, oui, pardon. Donc là, on comprend qu'une fois encore, le policier est intervenu pour lui dire, mais arrêtez de me parler, ce que je mange au petit déjeuner ne vous regarde pas et racontez-moi votre histoire. Donc là encore, on voit ce caractère de Max qui dévie, qui est très, très naturel, très spontané, qui est en train de demander aux policiers, vous mangez quoi le matin au petit déjeuner, ce qui est absolument déplacé. Donc, oui, pardon. Respectons votre jardin secret. Hein. Le jardin secret, c'est ce que l'on garde privé, ce que l'on ne raconte pas. Son jardin secret, ses petits secrets. Et il reprend, et aussitôt il reprend, mais il est vraiment comme un enfant. Mais sinon, dans la gamme Mamie Larmor, pour la flore, donc il repart avec son idée de transit intestinal. Pour la flore, vous avez les quoi? Vous avez les mini Quetch, une tuerie. Cela dit, je vérifie quand même, on ne sait jamais. Et bing, là, il est reparti à parler de sa rencontre avec Mamie Larmor quand il l'a emmené dans sa voiture pour l'emmener à la fourrière. Donc, il alterne comme ça. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que les peut-être 10 premières pages, on a un petit peu de mal parfois à alterner entre, voilà, parce que comme là, il revient assez rapidement, il alterne entre son récit, ce qu'il dit aux policiers, ses remarques. Donc les 10 premières pages, on est un petit peu perturbé. Parfois, on se dit, mais oulala, j'ai raté, de quoi il parle? Mais très, très vite, on s'adapte au style de Max et très très vite on se fait à son style et très très vite la lecture devient facile, on comprend bien, on comprend facilement, c'est fluide. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être que là dans cet extrait, ces allers-retours dans le discours de Max sont un peu difficiles à voir, mais si vous décidez de lire ce livre, rassurez-vous, ça devient de plus en plus fluide. Donc n'ayez pas peur, hein, surtout n'ayez pas peur. Donc voilà, là il revient à son histoire, donc, quand il était avec la vieille dame, et il lui demande Mamie Larmor, pas de réponse, les yeux fermés, la bouche qui blotte. C'est-à-dire qu'elle est en train de balbutier un petit peu, de dire des choses qui ne sont pas très claires, voilà. Alors, je me dis, c'est peut-être juste une vieille top modèle. Alors, une top modèle, c'est un jeu de mots que nous avons en français. Une taupe, c'est un joli petit animal
Une taupe qui vit sous terre, qui creuse des galeries, qui n'y voit rien. Une taupe. Voilà, mais c'est mignon une taupe. Alors les gens dans les jardins en général n'aiment pas les taupes, hein, parce que la taupe, quand elle est sous terre, eh ben, elle mange les légumes. Parce qu'elle aime bien. Parce que sous terre, si par exemple vous plantez des poireaux, vous êtes sûr que s'il y a une taupe, elle va les manger. Les oignons, elle va les manger. Les carottes, les patates. Donc la taupe, c'est mignon, mais quand on essaye de jardiner, c'est pas mignon. Donc une taupe modèle, c'est-à-dire c'est un ancien mannequin. Et il y a un jeu de mots avec le top modèle, top T-O-P, le top modèle, donc vraiment le mannequin, la belle femme, la jeune femme, ces femmes très très belles qui sont payées très très cher. Et donc en français, nous avons ce jeu de mots pour parler d'un ancien modèle ou d'une personne âgée, enfin bref, c'est pas très très gentil, hein. On peut parler d'une taupe modèle, voilà, et pas d'un top modèle. Bref. Donc lui, Max, qui est très nature, très lui-même, pas très politiquement correct, hein, pas vraiment, hein. Il dit, bah, c'est peut-être juste une vieille top modèle, une figurante qui a passé un casting de bretonne à la fin du XXe siècle. Donc ça, c'est méchant, hein, puisqu'on est en 2019 quand le livre paraît. Voilà. Et il dit, et il se justifie, il repart parce que depuis que je suis môme, donc un môme, c'est un enfant. Depuis que je suis petit, c'est la même tête sur les paquets. C'est une question de com, quoi. Mamie Larmor, c'est une accroche, je me dis. C'est tout, un concept. Et puis là encore, il repart dans ses réflexions. On nous fait croire dans les pubs que c'est toujours elle qui fait les biscuits avec ses recettes ancestrales. Mais dans la réalité, c'est des chaînes robotisées qui bossent dans les usines. Et là, boum, il est reparti dans ses réflexions à dire, bah non, les publicités nous font croire que c'est une petite dame en Bretagne qui fait des gâteaux, alors que dans la réalité, non, c'est fait dans des grandes usines, c'est robotisé, voilà. Donc, il continue. Et puis, il nous dit, ouais, ça se trouve, elle n'existe même pas. Et il fait la comparaison avec Cerise, la bombasse. Alors, une bombasse, c'est une jeune femme qui est sexuellement très excitante pour les hommes, une bombasse. C'est un terme péjoratif, hein. Une bombasse à pois vert de chez Groupama. Alors voilà, parce que là, il fait référence à une publicité. Je vais essayer de vous la trouver. Cerise, Groupama, décidément, Groupama. Alors, cerise de Groupama, on va voir la tête de cerise. Voilà, c'est cerise. Bon, on dirait qu'il y en a plusieurs. Bref, enfin bon, c'est une jeune fille qui a toujours des vêtements à pois verts et qui fait des publicités pour une assurance. Groupama, c'est un groupe d'assurance qui a du vert dans son logo. Voilà, on voit le logo là, le logo vert. Donc Cerise, c'est le nom de cette comédienne, enfin de cette jeune fille qui fait les publicités pour Groupama. Et donc apparemment, Max est un petit peu amoureux de Cerise. Et il dit, mais peut-être que cette vieille dame, Mamie Larmor, c'est comme Cerise, c'est juste quelqu'un qui est là pour la publicité, ou c'est comme le vieux chieur. Alors un chieur, c'est encore un terme très familier et péjoratif. Un chieur, c'est quelqu'un qui fait chier. Et donc c'est un gros mot, c'est mal poli. Il ne faudra pas mettre ça dans votre copie du DELF ou du DALF, hein. Un chieur, c'est quelqu'un qui vous fait chier. Voilà. Et c'est mal poli. Donc, il dit, c'est le vieux chieur de Rodolphe Lindt qui engueule ses artisans chocolatiers. Donc là, il fait référence aux publicités de Lindt, des chocolats Lindt. Et dans les publicités de Lindt, on voit le vieux chocolatier qui dispute. Et puis ensuite, il nous parle du KFC. Donc voilà, il nous cite ces références. On voit que ces références sont très télévisuelles, pas vraiment de références littéraires. Mais ça va bien avec le personnage de Max. Max, c'est cet enfant de la rue, cet enfant de l'assistante sociale, de l'assistance sociale. Donc, et ça va avec son côté bon enfant, son côté authentique. Voilà, Max est entier. Ah, ça, vous connaissez, bah, je vous déconseille. Et donc là, il lui parle du poulet frit de chez KFC. Et voilà, il s'énerve parce que il ne veut pas qu'on fasse du mal au poulet. Et puis, il nous dit, je sais de quoi je parle, mon amoureuse est animaliste. Alors là, il nous parle de son amoureuse. Son amoureuse, ça va être Samira, que nous allons rencontrer bientôt dans le roman. Et Samira, effectivement, veut protéger les animaux. Voilà.
Et donc, il nous dit qu'elle fait des actions de commando pour sortir les poulets de prison. Donc là, il y a une sorte de jeu de mots parce qu'effectivement, il nous parle des poulets de KFC. Les poulets de KFC, donc les vrais poulets, hein, les animaux, qui courent, enfin, qui ne peuvent pas courir puisqu'ils sont enfermés dans des usines, ils sont assez maltraités, c'est de l'élevage intensif. Donc sortir les poulets de prison, ça se comprend. Mais il y a aussi un jeu de mots, c'est qu'en français, un poulet, c'est un nom très familier pour désigner un policier. Et donc là, voilà, il y a un petit parallèle parce que Max est en garde à vue, bah, il est chez les poulets, il est au poulailler, si on parle familièrement, il est au poste de police. Et donc voilà, il y a un petit jeu de mots entre sortir les poulets de prison, les vrais poulets de KFC, et puis il dit ça en même temps qu'il parle à un poulet puisqu'il parle à un policier. Et là, encore une fois, d'accord, capitaine Jabrège. Donc, encore une fois, le policier a dû lui dire, non, mais arrêtez de me raconter vos histoires de Groupama, de Chocolat Lindt et de KFC, et revenez à votre histoire. Donc, il revient à son histoire. Il dit, je secoue gentiment la vieille. Donc, c'est absolument adorable, ces phrases. J'insiste en secouant gentiment la vieille. Donc, il y a un paradoxe entre secouer gentiment, qui est gentil, et puis la vieille, qui est un peu péjoratif quand même, la vieille. On dirait au moins la vieille dame, pas juste la vieille. Voilà, la vieille qui a l'air de refaire surface, donc de revenir un petit peu à elle, de reprendre conscience. Et il lui dit, bonjour madame, pardon, vous êtes la vraie Mamie Larmand ou juste une comédienne qui joue le personnage? Au lieu de lui demander comment ça va, ou lui, tout ce qu'il veut savoir, c'est si c'est la vraie dame des paquets de biscuits. Donc on voit encore une fois qu'il est absolument décalé. Et il nous dit, j'évalue le risque, en fait, si c'est la patronne de la boîte, je suis mort. Bah oui, parce que si c'est la patronne de l'entreprise des biscuits, effectivement, c'est une dame qui a de l'argent, qui a du pouvoir, et lui, il est en train de la tracter pour l'emmener à la fourrière. Donc, il va avoir des problèmes. Mais par contre, il dit, si c'est une intermittente du spectacle, lui file un bifton. Alors, un bifton, c'est un terme familier pour dire un billet. Donc, il dit, je lui mets 10 euros, elle va boire un café pendant que j'emmène la bagnole. La bagnole, c'est la voiture. Et puis, voilà. Et donc, il continue sans ouvrir les yeux, en dodelinant de la tête, elle baragouine dans un souffle, canter, canter. Alors, elle baragouine, ça c'est drôle aussi parce que baragouiner, c'est un terme d'origine, eh ben justement d'origine bretonne. C'est un mot breton. Et baragouiner, c'est ce qu'on utilise, maintenant c'est un mot qui est passé dans la langue française, et baragouiner, c'est parler sans qu'on comprenne. Si quelqu'un baragouine, il va parler et vous n'allez rien comprendre. Et c'est un terme très familier qu'on emploie très souvent. On va dire à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu baragouines? Je comprends rien. Articule, parle plus clairement. Arrête de baragouiner. Et donc voilà, la vieille dame baragouine dans un souffle, canter, canter, et elle retombe sur le côté. Et là, Max, qui a des références très littéraire, très érudite. Je me dis, merde, le vrai visage des galettes bretonnes, c'est une vieille pochetronne. Alors, une pochetronne, c'est une alcoolique qui réclame sa bière à 9 h du mat. Parce que quand il entend Canter, lui, il pense à c'est une marque de bière, hein, c'est une marque de bière Canterbro. Voilà, Canterbro, c'est de la bière. Et donc, Max est en train de penser, il entend canter, canter, et il est en train de penser que la vieille dame lui réclame une bière à 9 h du matin. Et donc, il dit, je comprendrai par la suite. Donc là, il va plus en avant dans son récit. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas un Canterbro, c'était un Canterol. C'était un médicament. Et là, on a eu une explication. Le médicament que son chauffeur était allé chercher en catastrophe à la pharmacie d'en face. Mais bon, sur le moment, le temps presse, je lui réponds, ok, on va s'en jeter un. Donc, Max lui dit, d'accord, on va aller boire un verre ensemble, ce qui est absolument inapproprié. Et donc, il remonte au volant, il démarre. Et puis, là, il revient, il quitte encore son récit. Vous m'écoutez, là, ou vous cherchez ce que j'ai dit avant? Et donc, là, il s'adresse encore directement au policier. Je vous vois, elle est dans vos notes, complètement paumé. Paumé, c'est perdu. Vous n'êtes pas encore informatisé, et là, et encore. Et il repart encore plus loin. Ah bon, vous n'êtes pas informatisé, vous n'avez pas d'ordinateur, donc vous prenez des notes à la main, vous écrivez à la main, vous n'avez pas d'ordinateur.
Et puis voilà, hein, je sais bien que ça n'est plus très tendance d'être flic, donc il lui dit: «C'est pas très à la mode d'être un policier. Dans mon 9-3, donc dans mon département, vous êtes carrément une espèce en voie d'extinction. Il y a plus de policiers». C'est sûr, hein, que dans ces grandes banlieues vers Paris, pas beaucoup de gens qui ont envie d'être policiers là-bas souvent et donc voilà. Il lui dit: «Mais le ministère pourrait quand même vous acheter des PC», donc des PC, des ordinateurs et là, bing, il reprend: «Ah d'accord, pardon, j'aime bien, avant on disait en panne, maintenant on dit en maintenance». Donc là, le capitaine lui a encore parlé et on voit que Max alterne encore entre son récit, ses commentaires, les réponses au capitaine, voilà et là, on voit encore un Max très drôle. «Je comprends, mais je tiens à relire ce que j'ai dit avant de signer. Alors si déjà vous-même, vous n'arrivez pas à déchiffrer votre écriture, je ne voudrais pas abuser de la situation, mais je connais un peu les juges. Question procédure, comme ils disent, vous allez être entaché de nullité». Donc là, Max, qui est en garde à vue, qui est en position de faiblesse par rapport à ce policier, est en train de lui expliquer que s'il écrit comme un cochon, s'il écrit mal, eh bien, le juge ne sera pas d'accord et que ça va fausser toute la procédure. Et là, bon, je reprends. Mais non, je vous ai dit, ce n'est pas la peine d'attendre mon avocate. Voilà, l'avocate revient. Elle habite Évreux, elle a autre chose à faire, des soucis de santé. Et bing, on voit encore Max qui part dans une digression à expliquer pourquoi son avocate ne viendra pas. Et puis il continue, de toute façon, je n'ai pas besoin d'avocat, je suis innocent. Et il enchaîne, on s'explique entre nous, d'homme à homme, et voilà. Je vous fais confiance, moi, je suis comme ça, je n'ai rien à cacher. Je peux avoir un verre d'eau, et je trouve que, voilà, c'est absolument sublime, parce que ce Max qui est en train de raconter des tas de choses qui n'ont rien à faire dans son récit, mais qui rendent le récit tellement vivant, tellement gai, tellement drôle, tellement osé, et puis tellement surprenant pour nous aussi, parce que s'il avait été un peu plus sérieux, s'il avait seulement raconté le récit, franchement, on s'ennuierait. Mais là, avec ce personnage qui est toujours en train de bondir à droite, à gauche, d'aller dans tous les sens, de faire des commentaires complètement déplacés, de poser des questions, de répondre aux questions, je peux vous assurer que ça fait un roman absolument vivant, drôle, on ne s'ennuie pas, c'est vraiment un très très bon moment de lecture. Donc voilà pour le début de ce roman. J'espère que ça vous donne envie de le lire parce que vraiment c'est un très bon roman. L'histoire est pleine de rebondissements, l'histoire est vraiment absolument adorable. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir et surtout, n'ayez pas peur si au début vous êtes un petit peu perturbé par ce style. Vous allez vite vous habituer et vous allez vite aussi faire connaissance avec les personnages parce qu'au début d'un roman, c'est toujours un petit peu difficile. Il faut rentrer dans le roman, il faut faire connaissance avec les personnages. Donc, voilà, on fait connaissance avec les personnages, mais vraiment, n'hésitez pas, allez-y, c'est un très beau roman. C'est une histoire très touchante, très humaine, très très belle. Oui, c'est vraiment un joli roman, donc je vous le recommande chaleureusement.